plus j'ai progressé dans ma connaissance scientifique de ce qu'est la réalité, la physique quantique, l'eau, plus je me suis aperçu que les plantes, en fait, avaient une certaine forme de conscience. Bien sûr, on peut s'en servir pour se nourrir, on peut s'en servir pour faire des médicaments, on peut s'en servir pour faire des huiles essentielles, mais elles ont aussi cette caractéristique qu'elles peuvent nous parler via de la musique et que si on est capable de décoder cette musique, eh bien, il y a des applications très intéressante en santé. Et c'est de ça dont je parlerai aujourd'hui. L'idée, elle est assez ancienne. Hein. C'est un physicien, un scientifique indien qui s'appelait Chandra Bose, qui a eu le premier l'idée d'écouter des plantes. Et en fait, lorsqu'on regarde la biologie, toute cellule vivante est composée en fait d'eau, d'ions et de matière grasse. Pas de molécules organiques, on va dire, de matière organique. Et quand on regarde le constituant principal, c'est l'eau. Et ensuite, en deuxième position, ce sont les ions minéraux, donc sodium, potassium, magnésium, chlorure, donc les ions qu'on connaît bien. Et quand on est physicien, ben on sait quand on a de l'eau et des ions, on a tout ce qu'il faut pour conduire du courant électrique. C'est-à-dire que si on prend une cellule et qu'on branche des électrodes, on va retrouver un signal électrique. Alors ce signal électrique, on peut l'envoyer sur un voltmètre, on peut l'envoyer sur un ampèremètre, et à ce moment-là, on fait de la science dure, mais on peut aussi l'échantillonner dans le temps, parce que c'est un courant électrique qui varie dans le temps. Donc quand il varie dans le temps, il a ce qu'on appelle un spectre de fréquence. Et ce spectre de fréquence, évidemment, on peut le convertir en note de musique. Et à ce moment-là, en mettant juste une électrode sur une feuille, par exemple, et en trempant une autre électrode, en branchant l'autre électrode dans la terre, où il y a les racines, on crée donc une différence de potentiel qui varie dans le temps et qu'on peut transformer en musique. Donc ça, c'est une des premières applications de la musique des plantes, c'est simplement brancher et écouter. Donc ça, c'est juste la première chose, c'est l'écouter dans son spectre de fréquence, converti en note de musique. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. Là, on se réfère à la physique quantique qui nous dit que dans la nature, tout vibre et que donc ce qu'on croit être de la matière est en fait très souvent de la fréquence. C'est-à-dire qu'on peut associer à toute matière des fréquences. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre cette musique que nous donne la plante et l'analyser avec les lois de la physique quantique pour voir ce qu'elle a à nous dire. Et là, donc, on a deux grandes techniques. On a la technique qui est déjà relativement ancienne, mais bien connue, de ce qu'on appelle les protéodies, c'est-à-dire que la plante va chanter en fonction de ses protéines, qu'on peut décoder dans la musique. Et donc, via un autre mécanisme quantique qu'on appelle les ondes d'échelle, il va y avoir des applications thérapeutiques. On peut inhiber ou activer le ribosome qui fabrique des protéines dans notre corps. Alors ça, c'est une application qui est connue depuis les années 60. Elle a été développée par Joel Steinheimer. Il y a des brevets, il y a une société qui s'appelle Genodix qui exploite ce brevet. C'est, moi, je trouve assez dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse au ribosome et on crée ou on inhibe une protéine. Donc, quand vous savez un petit peu comment fonctionne un corps vivant, activer ou inhiber une protéine, il vaut mieux savoir ce qu'on fait, parce que ça peut avoir de graves conséquences. Alors, l'autre façon, c'est d'analyser la musique, non pas par ses protéodies, mais par le spectre de fréquence lui-même qu'on peut associer à des molécules. Donc, voir quelles molécules nous parle la plante. Et à ce moment-là, on va retrouver, moi je suis chimiste, donc ça c'est mon domaine de prédilection, les molécules, la chimie. On retrouve ce qu'on retrouve en général dans les plantes. Et ça donne, permet de dialoguer avec la plante, de savoir un peu ce qu'elle a à nous dire. Et puis, il y a la dernière technique que je suis en train de développer. Là, c'est basé sur les principes volatiles. Donc, c'est plus lié à l'aromathérapie. Les plantes émettent des odeurs, émettent des molécules aromatiques, qu'on va là aussi transformer en fréquence, en notes de musique. Et on va créer, alors là, c'est complètement différent parce que c'est un être humain, un compositeur, un musicien, qui crée une mélodie basée sur le mode musical que suggère la plante. Donc ça, c'est fait en collaboration avec un musicien, Tommy Jacks.
Et là, on crée une musique complètement originale qui est un hybride entre une musique de plante et une musique d'être humain. C'est-à-dire que le musicien s'inspire des notes que lui fournit la plante pour créer un morceau musical. Bon, les plantes, ce qui est caractéristique, c'est qu'elles n'ont pas de cerveau. Donc, elles n'ont pas toute la complexité que nous, on a à notre disposition avec les yeux, les oreilles, le nez, enfin tous les sens qu'on a. Les plantes, elles ont en fait un cerveau qui est complètement délocalisé. C'est-à-dire que la plante, c'est un cerveau. En fait. Toute la plante avec ses racines. Et si on voulait prendre une image, ce serait même une image inversée. C'est-à-dire que si on voulait mettre une intelligence dans la plante, elle est dans les racines. Et les feuilles sont au-dessus. Donc, c'est-à-dire que nous, on a les pieds sur terre et la tête en l'air, et le cerveau en l'air. Les plantes, elles ont le cerveau dans la terre et les pieds en l'air. Donc, on voit les pieds des plantes quand on regarde une plante et on ne voit pas le système racinaire qui, lui, correspond plus à ce que nous, on a dans notre cerveau par un système de ramification. Et quand on a cette image donc d'inversion entre l'être humain et la plante, et qu'on se rend compte que le système racinaire est une forme très primitive de cerveau, eh bien, on comprend qu'il y a une intelligence. Donc, après, la plante, elle a des capteurs sensitifs, donc effectivement, elle peut réagir, et comme elle n'a pas de pieds, comme elle n'a pas de mains, comme elle n'a pas de... Elle est très limitée dans ses mouvements, la seule façon qu'elle a de signifier que quelque chose, de s'exprimer, disons, de façon vis-à-vis des animaux et des hommes, c'est d'émettre des odeurs. Elle émet des odeurs, des molécules, et c'est comme ça que nous, on détecte cette intelligence par les molécules qu'une plante est capable d'émettre. Il faut savoir qu'une plante, c'est un chimiste hors pair. Elle sait fabriquer des molécules que même notre industrie chimique ne sait pas fabriquer. Et surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des molécules extrêmement sophistiquées à température et pression ambiante. Alors que nous, on a besoin de réacteurs chimiques sous pression, et très souvent, à haute température, on a besoin de catalyseurs à base de métaux nobles pour faire notre chimie. La plante, elle fait tout ça à température ambiante, à pression atmosphérique, avec des catalyseurs qui coûtent 3 francs 6 sous. Donc, quand on est chimiste, on ne peut qu'admirer l'intelligence d'une plante, dans sa façon qu'elle a de fabriquer des molécules. Et c'est un de ses moyens, donc, d'expression. Et cette intelligence, évidemment, lorsqu'on la couple à la physique quantique, c'est-à-dire qu'on apprend que chaque molécule, en fait, a un mode de vibration, est une vibration, bien on a maintenant une autre dimension de connexion, d'intelligence de la plante, qui est la dimension électromagnétique. C'est-à-dire que là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des eaux, il y a de l'eau, il y a des ions, donc il y a des courants électriques qui varient dans le temps, donc émission d'ondes électromagnétiques, ça c'est la théorie de Maxwell qui nous l'apprend. Dès qu'on a des courants qui sont variables dans le temps, on a émission d'ondes électromagnétiques. Donc la plante est aussi un émetteur d'ondes électromagnétiques comme une antenne, et elle peut émettre et recevoir. Et ça, alors ça, c'est quelque chose que moi je travaille en ce moment. Je suis à l'origine d'une technique de radiesthésie qu'on appelle les biocades, qui est une façon d'interpréter le signal radiesthésique via une partie de notre cervelet qu'on appelle le folium. Et quand on fait la physique des ondes, bon ça j'en ai fait pendant des années, on sait que finalement la fréquence, c'est pas ce qui compte le plus dans une onde, c'est surtout ce qu'on appelle les problèmes de phase. C'est-à-dire comment une onde est phasée par rapport à une autre onde. Et nous sommes un système électromagnétique, nous aussi, la plante est un système électromagnétique et on a donc des déphasages. Et ces déphasages, on peut par la conscience les annuler ou les renforcer. C'est-à-dire qu'on peut communiquer par la conscience avec une plante. C'est pour ça que si vous avez l'occasion de le faire, allez embrasser un arbre et puis pensez très fort dans votre conscience pour faire fonctionner votre cervelet, qui est l'antenne qu'on utilise, nous, pour faire de la radiesthésie et pour émettre des ondes. Et à ce moment-là, la plante réagira par ses racines, puisqu'elle a la tête dans le sol et les pieds au-dessus. Donc ça, bon, par contre, c'est tout nouveau. Hein.
Là, c'est presque un scoop. Donc, il faut encore beaucoup d'études pour étudier ça, mais ça a l'air très prometteur. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le système olfactif est très particulier parce qu'il s'adresse directement au thalamus via le pulvinar. Alors que les sons, les autres sens doivent passer par des organes relais avant d'atteindre le thalamus. Et le thalamus, c'est l'organe du cerveau limbique, qui fait beaucoup de choses, et en particulier qui est responsable de ce qu'on est, de la conscience. Et donc, il se trouve que par l'odeur, on accède directement à notre mécanisme de conscience. Ce qu'on ne peut pas faire par les sons ou par les yeux, par les images, parce que là, il faut passer par des organes qui font le relais vers le thalamus. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, là, en ce moment, je travaille sur une hélicryse italienne. Donc, c'est une plante qu'on trouve à côté de chez moi, à Saint-Césaire-sur-Siagne. Donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Et puis, comme j'ai des problèmes cardiaques, on me prescrit des anticoagulants. Et il se trouve que l'hélicryse a des propriétés anticoagulantes à cause des dicétones qui sont là, qui sont ces fameuses molécules italiennes. Et ce que je suis en train de créer, c'est un morceau de musique qui va nous reproduire tout ce que l'hélicryse émet en odeur, toutes les molécules qu'elle émet et qu'on respire. Donc la musique, elle devrait être prête demain ou après-demain, parce que on est presque terminé avec le musicien. Et donc, alors nous, on a déjà fait ça, par exemple, avec une musique qui s'appelle Jouvence, où là, j'ai mis toutes les vitamines A, B, C, D, E, F, enfin bref, toute la ribambelle de vitamines, et tout ce que le corps a besoin comme complément alimentaire. On a fait une musique qui s'appelle Jouvence, donc il suffit d'écouter cette musique et vous avez toutes ces vitamines qui vous arrivent sous forme de vibrations. On a fait aussi le canon du bonheur. Là, c'est toutes les molécules qui donnent du bonheur, donc l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine. Donc, c'est comme ça, vous prenez un petit coup, si vous avez un petit coup de dépression, bah, vous avez une musique qui peut, ce qu'on est en train de tester, voir si elle permet de changer l'humeur des gens. Et là, bientôt, donc, on aura une musique d'hélicryse italienne pour les propriétés anticoagulantes, donc, qui évitera de prendre la plante, bien sûr. Donc, ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que si on arrive à utiliser la musique de la plante et pas la plante elle-même, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de l'arracher et de la transformer. Donc, l'idée, c'est que si on peut remplacer ça par des fréquences, eh ben, on pourra bénéficier, parce que la plante, l'hélicryse, ça fait de très beaux chants. Donc, on pourra bénéficier des chants d'hélicryse et en même temps des propriétés fréquentielles de ces molécules qu'elle nous offre. Et je tiens à préciser, pour ceux qui seraient intéressés, que tout ça, c'est parfaitement gratuit. Il n'y a rien, les musiques sont données librement. Après, vous en faites ce que vous voulez. Une cellule, c'est de la matière organique, très peu, beaucoup de minéraux et énormément d'eau. Donc, pour faire un être vivant, que ce soit un champignon, une plante, un animal ou un être humain, il faut de l'eau, des ions et de la matière organique. Le gros problème qu'on a quand on est sur une planète et qu'il n'y a pas de vie, une planète qui vient de naître, disons, c'est les minéraux. Parce que les minéraux, ils sont encapsulés dans la terre et il faut les sortir de la roche. Et il n'y a qu'un être vivant, à ma connaissance, qui est capable de faire ça, c'est le champignon. Le champignon, par son mycélium, a cette capacité de sécréter des acides. Ce sont des acides très puissants qui peuvent complexer les cations métalliques et les faire passer en solution dans l'eau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous regardez les racines des plantes, que je vous ai dit tout à l'heure que les racines, c'est le cerveau de la plante, ces racines sont couvertes de ce qu'on appelle de mycorhizes. C'est-à-dire que la plante elle-même ne sait pas gérer les minéraux. Elle a besoin des champignons sur ses racines pour extraire les minéraux du sol. Donc, la première forme de vie, disons, la plus primitive, c'est le champignon, qui a cette capacité de sortir les minéraux du sol, de la roche. Et évidemment, une fois que vous avez de l'eau et des ions, ben vous pouvez démarrer une forme de métabolisme qui va permettre de créer les fameuses molécules organiques
Tout d'abord, bah, évidemment, les huiles qui vont permettre de faire ce qu'on appelle la membrane lipidique, et puis ensuite, bah, les protéines, puis toutes les molécules qu'on trouve dans la cellule. C'est ça qui est super, c'est qu'il faut juste de l'eau et des ions pour faire ça. Et donc, un champignon, c'est son rôle. Il sort les minéraux pour qu'on puisse faire de la matière organique. Ensuite, comme je l'ai dit, bah, ces champignons, ils sont en symbiose très souvent avec les plantes via les mycorhizes. Donc les plantes, elles nous permettent d'utiliser non pas la roche, mais d'utiliser l'air, c'est-à-dire le CO2, ce gaz qui est très stable et qui est actuellement complètement dévalorisé, alors que c'est un gaz qui est absolument génial pour les plantes, puisqu'elles savent transformer le CO2 en matière organique via de l'eau et des ions. Donc les champignons nous sortent les minéraux, les plantes nous permettent d'exploiter l'air, et c'est ça qui va donner naissance aux animaux, qui, eux, vont nous apprendre le mouvement. Parce que le problème des plantes, c'est le mouvement, elles ne savent pas bouger. Et ça, c'est les animaux qui vont nous apprendre comment faire des muscles, comment faire des ligaments, comment faire des tendons, pour pouvoir avoir du mouvement. Et puis, ben, nous, on arrive tout à la fin, après les animaux, les champignons, les plantes et les animaux. Et nous, notre rôle, c'est d'amener de la conscience. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle dans le cerveau une glande qui s'appelle la glande pinéale, ou l'épiphyse, qui nous connecte à tout ce qui est supérieur dans l'univers. Et ça, c'est notre rôle, nous, de capter les énergies cosmiques pour faire que cette planète soit belle et en bonne santé. Si vous regardez ce qu'on en fait actuellement, on est loin de satisfaire à notre mission. Mais bon, il ne faut pas désespérer, il y a quand même beaucoup de gens qui ont cette conscience de vouloir rendre la planète belle et habitable. D'autres n'ont pas cette conscience et la détruisent. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce sont les premiers qui vont gagner et les autres qui vont rentrer dans le rang et comprendre qu'on n'est pas là pour piller la planète, mais pour l'embellir et qu'on est l'aboutissement de toute cette chaîne de la vie qui part du caillou jusqu'au cosmos. Ceux qui veulent me suivre, j'ai un site internet qui, en toute modestie, s'appelle marchenry.org. Comme ça, au moins, les gens ils connaissent mon nom et puis ils n'ont qu'à taper, et puis org, parce que j'aime pas l'extension .com, parce qu'il n'y a rien à vendre. Moi, je donne de la connaissance. Et donc, moi, ce qui me motive vraiment, c'est de rendre la planète belle. C'est-à-dire d'avoir cette symbiose entre toutes les formes de vie, et même de non-vie. C'est-à-dire, un caillou, ça peut être beau à regarder, quoi. Je suis fasciné par la minéralogie. J'ai fait beaucoup de cristallographie. Quand vous regardez une roche cristalline, c'est beau. Et cette beauté de savoir qu'elle est prise par un champignon pour faire une cellule, et qu'ensuite cette cellule elle est prise par les plantes pour faire des plantes, et que nous, on utilise ces cellules de plantes pour faire des animaux et des êtres humains. Il y a une chaîne de beauté qui est là-dedans, qui me fascine, et qu'il faut absolument préserver. C'est notre rôle, on est là pour ça. Et comme on a démarré par un hommage à Olivier Soulier, eh bien, je pense qu'Olivier, je l'ai connu, hein, donc on avait déjà discuté de tous ces problèmes-là. Il était totalement dans cette ligne de ce qu'il appelait, lui, la médecine humaniste. Mais en fait, si on traduit bien ça, pour moi, c'est garder de la beauté, y compris en médecine. Et ce qui est frappant dans notre époque, c'est que la médecine prend une direction qui n'est pas belle. Elle ne cherche pas à conserver cette beauté. Et moi, c'est mon combat de ramener la beauté dans la médecine. Et c'est pour ça que quand j'ai démarré en sciences, j'ai fait de l'homéopathie. J'ai vraiment essayé de comprendre cette technique d'homéopathie. Pourquoi? Bien parce que quand vous avez un remède homéopathique, imaginons qu'il vienne d'une plante, puisque c'est le sujet de ce soir, le fait de pouvoir le diluer, de faire des dilutions successives, on économise la plante. C'est-à-dire qu'on la martyrise une première fois pour en sortir des principes actifs, et ensuite on rajoute juste de l'eau et on dynamise, et ça permet donc de bénéficier. Le sacrifice qu'a fait la plante, elle ne l'a pas fait pour rien, parce qu'on préserve les autres plantes, puisque par l'homéopathie, on soigne par dilution. Et c'est ça qui, après, m'a amené, donc, via la physique quantique, à toute cette idée que, bien sûr, par l'eau, on travaille, mais on peut aussi travailler par la vibration, les fréquences, la musique.